Salut, bonjour, je vais vous faire ma voix de radio. Salut, bonjour. C'est même plus une voix de radio, ça c'est une voix de téléphone rose presque. Bonjour. Bon bref, bienvenue, on est dans le 8e numéro de Essaye encore. Moi c'est Geoffrey, ça a pas changé. 8e épisode dans quelques instants avec un 8e invité. Donc, peut-être, alors, juste 2-3 choses avant, je replante le décor. Vous êtes nouveau, vous ne connaissez pas le podcast, je vous rappelle le principe, très simple. Je reçois des invités qui ont réussi dans une carrière. Alors ça peut être, donc là dans un instant, un cuisinier par exemple. Ça peut être un auteur, un humoriste, un chanteur, peu importe les domaines, mais j'accueille quelqu'un qui a réussi une carrière et dans laquelle il y a eu des bides, et il nous raconte ces bides, parce que on voit souvent les gens arriver, on voit souvent les gens, ou les produits d'ailleurs, un film, une série, on voit toujours ça au bout, fini, propre, beau, mais on n'imagine pas le nombre de ratures qu'il y a pu avoir avant, et c'est l'objet de ce podcast. Voilà, ça c'est pour le concept. Alors, parenthèse toujours, j'ai lancé aussi un Patreon. Donc, c'est un lieu où vous pouvez vous abonner au podcast, moyennant un petit prix par mois, un petit abonnement. Je précise que le podcast est gratuit et restera gratuit sur toutes les plateformes d'écoute, mais si vous aimez le podcast, c'est un soutien. Si vous aimez le podcast, plus encore que simplement l'écouter, vous voulez témoigner d'un soutien quelconque, eh bien, il y a cet abonnement possible pour un petit prix, je crois que c'est 5 € le premier prix par mois. Voilà. Et alors, vous avez quelques avantages, évidemment. L'épisode, vous l'avez en avant-première, vous faites partie des VIP en gros, et vous pouvez même avoir votre propre épisode si vous avez une histoire de vie avec des échecs à raconter qui peuvent être intéressants à écouter pour tout le monde. Vous pouvez être l'invité d'un podcast spécial hors série qui serait le vôtre. Voilà. Donc allez voir Patreon, je vous mets les liens évidemment. Et puis suivez-moi sur Facebook, Instagram, Twitter, Geoffrey Deloup. Vous trouverez régulièrement toutes ces informations. Voilà, dans quelques secondes, on démarre donc le 8e épisode de Essaye encore. Mon invité c'est donc Christophe d'Auvergne, le chef Christophe. Christophe, je le connais dans la vraie vie, à la radio où je bosse. Christophe est un des cuisiniers bénévoles qui vient souvent faire des petites émissions avec nous d'idées recettes. Et donc c'est vraiment un chouette gars qui est cuisinier, chef cuisinier, il est donc chef cuistot, il est professeur de cuisine et il est aussi consultant de cuisine. Il est notamment l'un des chefs que vous connaissez sans doute sur le site 750 grammes. Vous savez, quand on cherche une petite recette sur Google et puis que on a 750G qui nous propose quelques bonnes idées, bah c'est le chef Christophe, l'un des chefs donc de ce groupe, de ce site internet. Il est d'ailleurs l'un des cofondateurs de ce site et il va nous raconter ça. Bah écoute, l'épisode démarre maintenant, voilà, on y va. Allez, bonne écoute. Et c'est Christophe d'Auvergne, le chef Christophe. Alors d'ailleurs, c'est une question ça. Bienvenue Christophe, bonjour, on va commencer par le début. Bonjour à tous. Une question, moi je t'ai toujours appelé Christophe, des fois quand j'étais à la radio je dis chef Christophe. C'est quoi la vraie dénomination? Comment je dois t'appeler en vrai? En gros, tu sais, comme toutes les grandes stars, j'ai un pseudo. Non, je déconne. En fait, au départ, mon vrai prénom c'est Christophe, c'est-à-dire que chef n'est pas un prénom. Oui, non, ça d'accord. C'est un qualificatif professionnel. Et en fait, quand on a mis en place 750 grammes, c'est toujours d'ailleurs le seul site de France à avoir 2 vrais chefs à travailler sur le site. D'accord. Et donc on me l'a mis en avant en mettant chef Christophe et chef Damien. C'était juste le fait de bien dire, voilà, ce sont vraiment des chefs. C'est pas oui. Christophe et Damien, c'est vraiment des chefs. C'est pas des cuisiniers de sortie de chez eux, de leur maison en mode amateur, quoi. D'accord. Et puis c'est resté comme ça et aujourd'hui, c'est une marque déposée et on travaille dessus, quoi. Ok, d'accord. Bon, on va expliquer justement et planter le décor pour présenter un peu à tout le monde. La même question que je pose à tous les invités. Elle est très simple de mon côté, peut-être moins du tien. Qui es-tu, justement? Comment tu te présenterais à nous? Moi, je vais vous passer mon âge, tout ça, hein, mais si tu veux, la situation maritale, marié, un enfant, 47 ans. J'habite Aulnay-Emery, dans une ferme où on a fait des chambres d'hôtes, tables d'hôtes et où on bosse beaucoup et on trouve ça fantastique. Encore une 4e casquette, on pourra en parler effectivement après, ouais. Ouais, et c'est, voilà, en fait... moi j'aime le monde de l'hôtellerie, j'aime la cuisine, j'aime aussi un peu la fête, faut être honnête. Et donc voilà, moi je pense que je suis un hôtelier à l'ancienne, tu vois, où on fait encore on achète de la viande et puis on la découpe, enfin des trucs un peu cons quoi, mais ça reste sympa quand tu vois une crème pâtissière,
je fais comme me faisait mon grand-père, quoi. Je prends des œufs, je prends du lait, voilà. Oui, t'achètes pas les éléments préfabriqués de la crème, quoi. Voilà, on est sur. Non, non. Ok. Et voilà, donc je pense que je suis un cuisinier de 47 ans qu'à 120 ans, quoi, à peu près. Si tu le truc, à peu près. Alors, si on en juge à l'adage, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures confitures, ça doit aller, du coup. Ouais, c'est ça, c'est l'idée. Donc, professeur. En vrai, juste une petite parenthèse là-dessus. Dans tous les domaines où aujourd'hui tu as vraiment l'impression que on invente, on crée et qu'on est en ce moment les génies planétaires, quand tu regardes, c'est parce qu'en fait on a des réseaux sociaux hyper développés, parce que si tu prends les bouquins du 19e, tu retrouves à peu près tout ce qui se passe aujourd'hui, tu l'as déjà il y a 100 ans, quoi. D'accord. Donc, ouais. Modeste et tranquille, quoi. Disons qu'on peut genre améliorer un peu ce qui existe, mais on réinvente pas, quoi. C'est ça. Alors on modernise, on allège, on met moins de sucre, on met moins de gras et tout ça, y a pas de problème. Mais bon, tranquille, quoi. Tu vois, je suis sur un autre exemple. En fait, je vais me lancer dans la production avec deux amis. On va essayer de créer des pickles. On va sans doute se lancer dans la production de pickles artisanaux. Donc on s'intéresse pas mal à la culture, la permaculture et toutes les méthodes modernes. Ouais. Et puis voilà, hier je lui ai offert un bouquin sur la culture en serre et en méthode nouvelle de planter et de faire du jardin. Donc tout est dedans. Bon, c'est juste que le bouquin, il est des années 20, quoi. Pour le coup, c'est vrai que la permaculture, c'est parce qu'on a mis un autre mot peut-être dessus aujourd'hui qui fait cool, mais en vrai, c'est faire pousser avec la nature. Donc c'est ni plus ni moins ce que faisaient nos grands-parents. On est d'accord là-dessus. Exactement. Alors là, t'as tout résumé. On est aujourd'hui en train de réinventer ce qui était le quotidien de nos arrière-grands-parents ou grands-parents, et on a l'impression qu'on est des putains de génies. Mais on l'amène, comme tu disais, avec un marketing, et du coup on fait c'est génial, alors qu'avant c'était un truc passé d'oreille en oreille, de jardin en jardin, puis voilà, quoi. C'est ça. Puis aujourd'hui, on le passe quand même avec la tomate à 6 € le kilo, quoi, tu vois. Ouais. La tomate vaut bientôt plus cher que le poulet, quoi. C'est vrai. Il y a peut-être un truc un peu bizarre dans notre planète là en ce moment. J'avoue. Alors justement, cuisinier. Donc, alors ça, on a compris, la cuisine est un élément important. On va peut-être voir après comment ça vient dans ta vie, mais donc cuisinier de base. Ensuite, t'en as fait un métier dans le sens où de base, tu veux dire au début, pas. Oui, non. Cuisinier au départ. Première casquette, première étiquette. Ensuite, t'as décidé de l'apprendre aux autres, ce métier. Donc, t'es devenu aussi prof de cuisine, d'où le côté hôtelier, etc. Complètement par hasard. Et t'as fondé, on en parlait brièvement, t'as abordé le sujet, t'as fondé donc 750G, t'as cofondé le site internet qu'on connaît aujourd'hui, 750G, qui propose des bonnes petites recettes à droite et à gauche qu'on essaye dans la cuisine. Bon, ça fait beaucoup de choses à te raconter. Par hasard aussi. Alors justement, premier point le point de départ, c'est un peu comment t'arrives à la cuisine finalement. Comment ça vient dans ta vie? En fait, mes parents sont enseignants et l'idée des vacances, c'était de voyager et de découvrir des choses. Donc tout petit, avec mon frangin, ils nous ont emmenés en Italie, ils nous ont emmenés en Grèce. Enfin, on a pas mal voyagé. Et en fait, en jeune enseignant, ils venaient de s'acheter une maison, donc ils n'avaient pas forcément des gros moyens financiers à l'époque. Et quand on allait quelque part, qu'on pouvait aller au restaurant, c'était toujours un peu différent pour nous de ce qu'on avait au quotidien. Et au départ, je crois, alors tu vois là, c'est un mélange entre ce que je pense me souvenir et ce qu'on m'a raconté, c'est un peu flou, où en fait on était allé dans un restaurant en Picardie où il y avait un vivier, et donc ils avaient pêché les truites, le cuisinier avait préparé la truite et le serveur l'avait dépouillée devant moi, et j'avais, je crois, peut-être 10 ans, on va dire, j'en sais rien, je sais plus trop, quoi. Ouais, à l'âge où on dit Burk quand on voit ça normalement. Voilà, et moi je me suis dit, putain, je veux faire ça, quoi. Ok. C'est super cool comme métier. Le mec, il a un poisson qui est vivant, il le cuisine, et l'autre, il a un joli costume et il le prépare et tout. Ça a l'air cool, ces métiers-là. Ouais. Voilà. Donc, t'avais une dizaine d'années, quoi. Pas au départ. Du coup, voilà. Donc, j'ai voulu faire ça. Je crois qu'à 10 ans, je savais ce que je voulais faire. Je voulais être dans la restauration. Mes parents m'ont fait faire des études jusqu'au bac général en me disant attention, à prendre avec des pincettes ce que je vais dire, hein. Le bac en lui-même ne sert à rien. C'est pas quelque chose qui te donne un emploi, qui te donne mais c'est une clé qui ouvre toutes les portes. C'est-à-dire que tu peux aller en fac, tu peux aller en école, tu peux faire ce que tu veux après. Tu en as un besoin impératif pour poursuivre des études qui pourraient éventuellement déboucher sur un métier. Ouais. Donc le deal, c'était tu passes un bac, celui que tu veux, vu que bon, l'école et moi, ça s'est toujours très très bien passé, hein. On était très potes, mais pas suffisamment proches pour être en couple, quoi. Ouais. Jolie métaphore. Voilà, c'était... donc j'avais un bac économie, ça s'appelait un bac B à l'époque, aujourd'hui c'est le bac ES.
Et puis après, j'ai décidé de rentrer à l'école hôtelière. Donc je crois que de la 6e à la terminale, j'ai 10,5, 11 de moyenne générale, partout, tout le temps. Parce que j'ai vite compris qu'à 11, tu passais en classe supérieure. Oui, Donc j'allais pas me oui, faire je tuer à connais ce 12, phénomène tu moi vois. aussi. Et est-ce que tu étais dans une classe où t'avais genre pas besoin de faire beaucoup pour être bon en plus? Ah bah ouais, parce que t'es Parce dans que le moi c'est groupe ça que B. j'avais. Et on devient un peu feignant, hein, honnêtement. C'est ça, bah, de toute façon, tu finis dans le groupe A, t'as tous les très forts, hein, bravo, félicitations à eux. Dans le groupe B, t'as les costauds quand même, mais qui rament un peu. Puis après, t'as le groupe C et D. Moi, à l'époque, c'était des groupes, hein, Ouais, ouais. donc tu fais un tour dans le groupe D, puis après ils disent non, il y arrive un peu, on va le mettre en groupe C, puis en groupe C tu dis je vais rester, je suis bien là. Ils ont l'air sympas, Voilà tout pourquoi va m'emmerder. bien, ouais c'est ça. En gros c'est ça. Et puis je suis arrivé en BTS hôtelier au lycée du Touquet, et là c'était la première fois que j'allais à l'école pour faire ce que j'avais envie de faire. Ok, donc oui, t'étais comme en attente finalement de jusque là. Quand tu le Ouais, faisais, c'était un c'était deal ça dans quoi. ta tête. Voilà. Voilà, il y avait un deal avec mes parents, c'est il me faut mon bac, donc j'ai eu mon bac à 17 ans. Hein. 17 ans, j'ai eu mon bac au premier tour. Voilà, 11 et demi, je te dis, de la 6e jusqu'au bac. Quoi. Ouais. Et après, Donc on sent voilà, déjà après, quand même une certaine détermination, un caractère un peu, l'air de rien. J'ai l'impression ouais, de alors voir là, ça. c'est un autre problème, c'est que quand j'ai décidé, ouais. C'est pas toujours simple à vivre, mais quand c'est ancré, c'est ancré. Et puis voilà, donc j'ai fait mes années d'études au Touquet, j'ai eu mon BTS hôtelier, puis depuis, je suis toujours de près ou de loin dans la restauration. Alors du coup, bon, comment les études se passent bien là une fois que tu fais ce que tu veux dans le domaine de la restauration et hôtelier? Ah oui. T'as pas Ouais. des claques, tu te dis pas oh là là, finalement ça devient dur maintenant ou Non, le premier truc, c'est quand même que, encore une fois, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, parce que ça allait, mais financièrement, mes parents étaient enseignants, ils avaient la maison à payer, les trucs, les machins, et puis le Touquet, c'est une ville très très chère. Oui. Voilà, l'école hôtelière c'est une école qui est connue dans le monde entier, mais c'est quand même un endroit qui est assez cher quand on n'est pas habitant sur place et avoir des moyens un peu importants. Plus j'avais un frangin aussi en même temps, quoi, donc il fallait qu'il paye tout ça. Ouais. Et donc je me souviens, on logeait chez une dame adorable, mais qui avait converti le garage, tu sais, garage avec des portes de garage, quoi, Oui, tu vois, oui, les grandes. oui. Bah ça c'était la porte d'entrée de la maison, quoi, parce que le garage c'était devenu, ils avaient fait des chambres d'étudiants où devenu, elle avait d'accord, foutu ok. Ouais. des lits de place les uns à côté des autres, enfin c'était c'était un dortoir le bordel. Et j'y allais en mobilette en fait, une mobilette motobécane des années 70, sauf que j'avais pas de phare, donc le premier jour je suis allé en mobilette le matin à l'école. Et puis là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais dans un monde que je connaissais pas parce que j'avais déjà des mecs de la même classe que moi qui arrivaient en voiture avec des BM, avec des trucs comme ça, quoi. Tu vois, putain, c'est pas mon monde, quoi. Et le soir, je suis reparti à mobilette, mais comme j'avais pas de phare et si on connaît un peu le Touquet, les voies cyclables sont pas droites, elles entourent les bosquets, Oui. autour du sapin. Bah oui, c'est fait pour être des jolis chemins de promenade, quoi. Oui. Voilà, donc je me suis tamponné le premier sapin qui traversait, quoi. Du coup, je me suis dit, la mobilette, c'est une connerie, hein, je vais finir aux urgences. Et de là, bah, j'ai un gars que je connaissais pas, qui était dans ma classe, on se connaissait pas, et il m'a dit, bah, moi, j'habite encore plus loin que toi parce que je viens de Toulouse. Ah oui. Bah, je passe devant, si tu veux, je te prends le matin, quoi. Donc, voilà, donc, bah, je lui disais oui, et puis finalement, bah, aujourd'hui, je suis le parrain de ses enfants. Ah, c'est beau, c'est une belle histoire. Voilà. Ouais. Donc, tu vois, faut se laisser aller tranquille, et puis ça passe, quoi. Ouais, se laisser porter. Ouais, Donc, ça rejoint un petit peu ce que nous disent un peu tous les invités dans ce rendez-vous, c'est que finalement, ouais, quand il y a un truc qui va pas, bon bah, faut juste un peu l'accepter et puis en tirer des fois des leçons, même inconsciemment. Bon, du coup là, les études se passent bien derrière. Et alors ouais, très après, bien. comment tu deviens? T'es direct cuisinier après? Tu bosses dans un établissement? Comment ça se passe? Ouais, bah je finis mes études et puis alors en fait durant mes études j'ai rencontré Suzanne qui est aujourd'hui toujours mon épouse. C'est courageux. Donc tout se passe là en fait. Toute ta vie est déterminée très tôt, l'air de rien. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait au départ de la cuisine, moi ce que je veux faire c'est m'en servir comme outil pour voyager et je me dis voilà, ce que j'aime faire c'est voyager, cuisiner. Et j'ai besoin de gagner de l'argent pour vivre. Et je me retrouve avec justement la cuisine qui me permet de faire tout ça. Donc tu te retrouves avec, bon, ok, ça prend beaucoup de temps et tout, il y a pas de problème, mais c'est le truc qui te passionne, qui te permet de faire tout ce que tu veux sans contrainte, parce qu'en plus il y a 20 ans, voilà, si ça se passait mal dans une cuisine,
Enfin voilà, moi je me suis vu quitter un poste en disant écoutez là vous commencez vraiment à me faire chier, donc vous allez finir votre service tout seul et je m'en vais quoi. Ouais. Sans la crainte de te dire oh là là je vais travailler où demain quoi. Ouais mais à 20 ans tu vois tu t'en fous quoi. Tu Aussi te dis, oui. c'est pas grave, je ferai autre chose. Et puis le gars il m'a repris le lendemain en me disant bon ok on a été un peu loin et on reprend ton travail quoi, puis c'était fini. Mais voilà l'idée c'était ça, donc j'avais des ambitions comme ça et puis j'ai rencontré Suzanne qui fait que mes ambitions ont changé et que je regrette absolument pas, hein, bien sûr. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, en fait, on a un enfant qui a aujourd'hui 18 ans, qui est au lycée d'Avesnes, qui est en ce moment en stage au ministère des Affaires étrangères et qui a fait une scolarité avec un bac B qui s'appelle ES aujourd'hui, à la cool, que je peux pas trop critiquer parce que Bah voilà, non, quoi, hein, voilà comme on dit la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Hein. Ah ouais, quand il m'a raconté les trucs, je me dis merde, là, c'est un jour sans fin le truc. Et aujourd'hui, il est en section hôtelière, il est ravi, il s'éclate et il me dit moi je veux faire ça, je veux voyager, donc bon, j'attends qu'il rencontre sa copine quoi. Voilà, exactement. Tu sais un peu comment le reste de la vie va se dérouler. Ça sera la fin de En l'histoire. attendant, ça veut dire que la passion était transmise, l'air de rien. Ouais, mais il adore ça, Bon. Et donc voilà, donc après en fait, comme je t'ai dit, le Touquet est une ville assez chère et tout ça, donc Suzanne travaillait au Crédit Agricole et son salaire nous permettait de combler un peu et puis de vivre correctement quoi. Donc quand moi j'ai fini mes études, elle a souhaité reprendre les siennes pour faire des études d'anglais. Donc pendant les 2 ans où elle a fait ses études d'anglais, moi j'ai travaillé comme cuisinier puis comme chef de cuisine à Amiens. Et ensuite quand elle a il fallait qu'elle parte 6 mois pour faire un stage. Tu sais qu'il fallait d'Erasmus là, tout ça, oui, c'est ce genre de. Ouais, mais pour valider ta maîtrise ou Ok. ta licence, il faut partir. Ouais. Donc j'ai dit bah ok, moi je te suis puisque pendant que j'étais en études au Touquet, tu m'as suivi, je te suis. Donc je suis parti vivre 2 ans en Angleterre. D'accord. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et autre pays, t'as continué de travailler du coup dans la cuisine là-bas. J'imagine, Ah t'as ouais, enrichi bien sûr. le domaine de départ, ouais. En fait, comme je savais que je partais. Alors là, il y a un petit détail aussi, c'est je suis jamais parti la fleur au fusil avec le sac à dos quoi. Ah d'accord. Tu vois, Toujours très préparé. Ouais, je prépare les trucs. C'est-à-dire que là, j'avais passé des semaines à faire des recettes de cuisine. Je me souviens chez mes parents. À l'époque, on n'avait pas les téléphones comme on a aujourd'hui, hein, donc je faisais la recette, je l'écrivais, je prenais des photos et j'ai fait un cahier, genre cahier de vacances, quoi. Tu vois, D'accord, ouais. au cahier de livre de cuisine, la photo de la recette, mais en anglais parce que ma mère est prof d'anglais et moi j'avais l'anglais. L'anglais de l'anglais quoi. Ouais, l'anglais de base. L'anglais d'un élève lambda qui va à l'école et qui a toujours pas compris que si tu travailles pas ça marchera jamais. Ouais. Oui, Donc, je puis suis après arrivé l'anglais sur de place. l'école n'est pas non plus aussi l'anglais, c'est un peu différent quand t'es dans le pays quoi. Donc ouais, t'avais cet anglais là de livre quoi un peu, on va dire. L'anglais des livres d'école. Ouais, j'avais un anglais de branleur en fait. Appeler chat quoi. Et puis en fait, je suis arrivé sur place et je me suis rendu dans les établissements. Puis après, faut y aller un peu au culot quoi. Donc j'étais cuisinier, j'étais français, j'étais sur place. Tu vois, j'étais pas en Angleterre même, j'étais au Pays de Galles, au pied du Snowdonia, la montagne au Pays de Galles. C'est magnifique, juste en face de l'Irlande, en bord de mer et tout. C'était magnifique. Et il y a pas tant de monde que ça qui s'expatrie là-bas, quoi. Tout le monde va à Londres. En fait. Oui. Et donc voilà, donc je suis allé postuler dans les plus grands restaurants sur place, en donnant mon truc, en disant voilà, moi je fais ça. Est-ce que vous avez besoin d'un cuisinier? Et puis c'était faut voir à l'essai. Tout ça, je dis non, je fais pas d'essai. Je travaille ou je travaille pas. C'est pas grave. Je vais pas attendre après vous. Vous me dites oui, vous me dites non, c'est pas grave, quoi. Ouais. Et puis c'est vrai, hein, c'est vraiment ça s'est passé comme ça. J'ai eu un entretien avec le directeur et le chef de cuisine, je pense, parce qu'il était plus là le lendemain, donc je pense que c'était le chef. Et à 23h, j'avais du bruit dans la boîte aux lettres. Et c'était un papier de la direction qui me disait vous commencez demain matin à 9h. D'accord. Bah, Voilà. dis donc. Mais on a l'impression que jusqu'à maintenant tout se déroule très bien en fait. T'es sûr qu'il y a eu des moments compliqués? Alors en fait, le problème c'est que les moments compliqués, en fait, en gros, moi, dès que ça commence à partir un peu en sucette, je me dis ça sert à rien de vouloir influencer les choses, tu n'y arriveras pas. Donc laisse découler. De toute façon, tu vois que ça part en sucette. Donc à un moment, t'es au fond de la piscine, tu vas remonter. Ou à un moment, il y aura peut-être une bouée qui va passer, ou un mec qui va te repêcher, ou t'en sais rien, tu verras bien. Donc,
tranquille, tu vas voir, tant qu'on n'est pas complètement au fond, ça va, quoi, ça se passe bien pour l'instant. Ça. Ah, c'est bien. Je suis un peu le mec qui saute de l'immeuble, quoi, tu vois. Ouais, Pour l'instant, tout va bien, quoi. C'est c'est ça. C'est marrant parce que tu parles à l'instant quand tu dis moi quand je m'en vais à l'étranger ou bon pour ici le cas de l'Angleterre, tu dis je pars pas la fleur au fusil, c'est toujours très préparé et alors là à l'inverse quand c'est les éléments on va dire de la vie qui font que ça commence à partir en sucette, bah t'es plutôt détendu, tu dis bah on verra. C'est marrant ce décalage. Bah, j'ai tout préparé. Et une fois que ça part en sucette, si tu veux, je peux pas faire plus. C'est pas oui voilà. Ouais. Toi quand tu fais pas, tu pars, tu fais rien, ça tombe sur le coin de la tronche, tu te dis bah t'avais qu'à le faire. Là, quand tu te dis bon bah voilà, j'envisage ça comme tu vois, je serais parti. Personne n'aurait voulu embaucher un Français parce que j'étais dans une région où ils détestent les Français, par exemple. Bah je pouvais pas, tu vois, j'aurais changé de région quoi. Oui, c'est pas. Oui. Mais donc là, pour l'instant, ça s'est pas trop mal déroulé. Mais tu sais, le premier boulot que j'ai eu, j'étais cuisinier dans une brigade, ils étaient 4. Et quand je suis arrivé le deuxième jour, ça m'avait un peu marqué. Il m'avait dit bah tu ranges les frigos et puis en fait j'ai rangé les viandes de ce qui était censé être du bœuf et c'était de la vache laitière. Et moi je dis au chef, c'est marrant parce que je suis d'accord, hein, ça s'appelle du bœuf, mais de la vache laitière c'est de la vache de réforme, c'est-à-dire qu'elle a fait du lait et puis quand elle est trop vieille pour être rentable à faire du lait, on l'abat et on récupère sa viande. Mais c'est une viande qui n'a rien à voir avec une vache élevée pour la viande. Ouais. Donc il m'a dit bah t'as qu'à appeler le fournisseur, c'était si malin. Donc j'ai appelé le fournisseur, puis j'ai dit il faut me remplacer votre truc quoi. Puis j'étais beaucoup plus impulsif à l'époque en fait. Ouais. Objectivement. La jeunesse. ouais, je suis assez impulsif et assez fougueux, mais ça va avec l'âge tu vois t'apprends. Tu as maîtrisé, t'as maîtrisé. À 20 ans non ça partait assez vite et je sais pas ce qui s'est passé après, mais le surlendemain quand je suis arrivé dans la cuisine j'étais tout seul en fait. Parce qu'ils avaient tous démissionné. Alors je sais pas ce qui s'est passé avec le patron, mais en gros le mec leur avait expliqué j'ai embauché un gamin qui vient du Touquet, vous allez voir ce que vous allez voir, il va vous mettre tous d'équerre. D'accord. Et les mecs ils ont dit, comme c'était dans une ville, ils se sont dit tu sais quoi, nous on a autre chose à faire que de se faire emmerder par un gosse de 20 ans, c'est tous mignons, on se casse, on va se trouver du boulot parce que c'était pas un restaurant gastronomique de ouf. C'était une brasserie quoi. Donc ils se sont barrés et moi je me suis retrouvé tout seul et j'ai eu comme remarque du patron puisque tu viens du Touquet, maintenant on va voir ce que tu sais faire. Ouais. Et j'ai pas compris quoi. Je me suis dit, mais en fait, j'ai rien demandé, j'ai rien dit. Je venais faire cuisinier dans une brigade de cuisine parce que j'ai encore tout à apprendre. Et là, je me retrouve avec une cuisine sur les bras qui fait bien sûr de la brasserie. Hein. C'était des steaks frites, des trucs comme ça. Oui, mais enfin quand même, quand tu viens, c'est ton premier taf, tu dis. Mais voilà, t'es comme un con, t'en envoies 130 tous les midis. Tu dis putain, qu'est-ce que je fais quoi. Donc tu rembauches. Et puis quand tu rembauches, quand t'as, je sais pas, je devais avoir 22 ans peut-être. Quand t'as 22 ans, tu peux pas embaucher un mec de 30 balais en lui disant bon t'as 15 ans d'expérience, alors tu vas être sous mes ordres. Ouais. Ça marche pas. Donc tu rembauches que des mecs comme toi. Tu rames. Tu te marres bien, mais t'apprends vite, hein, mais tu rames. Et quand c'est comme ça, quand t'es face à un truc comme ça, t'es du genre à te foutre dedans comme les yeux fermés et je bosse nuit et jour, ou t'es abattu au départ, comment tu réagis Non, t'y vas parce que tu te dis. T'as pas le temps d'être abattu, en quelque sorte. D'un autre côté, c'est pas très bien, mais tu te dis bon, après tout, en réfléchissant bien, c'est pas mon pognon, c'est le sien. Si lui veut mettre un gamin sorti d'école dans cette place-là, c'est qu'il a pas les moyens de payer un autre mec ou qu'il a pas envie ou qu'il veut donner sa chance à la jeunesse. Allez, soyons utopistes. Mais après tout, c'est son problème, pas le mien. Donc moi, je vais faire mon boulot du mieux que je peux. Et puis je vais surtout en profiter pour me dire, voilà, si ça marche pas. C'est pas si étonnant que ça parce que t'es parachuté là, voilà, tout jeune, du jour au lendemain. Voilà. Et si ça se passe bien, ça va être dur, mais tu vas apprendre beaucoup plus vite et ça ira quoi. Et le bilan, ça a été ça. Ouais, je suis resté 1 an et demi, mais je faisais des horaires de merde. Hein. J'attaquais à 6h le matin, je rentrais à la maison, il était 1h du matin. Quoi. Ah ouais. Donc, quand tu sais pas, si tu veux, quand t'es bon et que tu sais. Je pense que ce que moi je faisais en 3 heures, le mec il le fait en 1 demi-heure. Mais quand tu sais pas, tu sais pas. Hein, donc, tu sais ce que tu apprends à l'école, c'est magnifique, hein, c'est magique. Hein. Mais quand du jour au lendemain tu te retrouves vraiment à devoir gérer un truc et que le poissonnier t'appelle en disant Christophe, j'ai un bon coup sur les saumons, je t'en mets combien, 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos. Que toi il t'annonce 40% de remise sur le saumon, tu dis vas-y, mets-en 30 kilos. Oui, puis après t'as 30 kilos de saumon à écouler, quoi. C'est ça, après tu dis putain, qu'est-ce que j'en fous de ces saumons de 30 kilos alors que mon menu il est fini. Enfin, que des trucs un peu cons, donc ça t'apprends avec le temps. Mais tu perds du temps, oui, bien sûr. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que tous tes potes, eux, sont partis dans des gros hôtels, Ibis, Novotel, tu sais, avec des horaires bien rangés, ou que tes potes sont pas du tout dans l'hôtellerie,
très vite, tu te rends compte que tu vis pas comme eux. Je me souviens d'être arrivé chez moi à 1h du matin après le boulot, où mes potes étaient encore là, ils étaient venus manger à la maison avec Suzanne, et je leur dis bon, on se boit un coup au truc, et les mecs ont dit non, tu te rends compte, demain on travaille, quoi. Ouais. Tu vois, les mecs, ils avaient fini à 17h, ils reprenaient à 9h, moi je rentrais, il était 1h du matin, à 6h je repartais. Donc tu dis, on n'a plus la même vie, on n'a plus sur les mêmes rythmes, et après t'es dans le rythme des mecs avec qui tu bosses, et puis finalement tu vis avec eux, et puis on y va, quoi. Oui, ça t'a pas empêché de garder ton ami du Touquet pour autant. Ouais, non, parce que lui, il a continué à faire de l'hôtellerie, donc il faisait les mêmes horaires, puis il était reparti à Toulouse, donc si tu veux, c'est plus par téléphone et tout comme ça, mais on est très peu en fait à avoir des vies comme ça. Alors moi, j'ai la chance que ma femme, elle comprenne ça et qu'elle aime ce monde, parce que c'est un truc un peu barjot, hein. T'imagines que t'as quand même des mecs qui finissent leur service, il est 1h30 du matin, ils sont en voiture parce qu'ils rentrent chez eux, et ils m'appellent parce qu'on a envie de discuter. Ouais. Ça va, t'as fait quoi aujourd'hui? Il est 1h30 du mat. Chez n'importe qui d'à peu près normalement constitué, t'appelles pas à 1h du matin. Ouais. Oui, c'est ça, c'est une vie et un rythme de vie différent, comme pour ceux qui font, par exemple, je sais pas, moi, DJ en boîte de nuit ou j'en sais rien. Enfin, tous ces gens qui ont effectivement un rythme totalement autre, quoi. Mais on est coupé de la... Enfin, mais pire qu'un resto, j'ai l'impression, là. Pire qu'un simple resto, entre guillemets, si je comprends bien. Parce un restaurant, tu finis quand même à 16h, la remarque. Mais Ah oui, non, mais les restaurateurs, attention, aujourd'hui, les gars qui travaillent dans les gros établissements, pas de problème. Mais tous ceux qui sont chefs patrons dans les petites boutiques, les mecs, ils enquillent des heures et des heures et des heures, hein. Vous vous rendez pas compte, hein, quand vous allez au resto et que vous payez un steak frit 12 €, ou 20 €, peu importe, si on rapporte à l'heure, la plupart des restaurateurs, ils sont même pas au SMIC, quoi. Ouais. Mais on a une vie qui est tellement différente, ça peut pas se compter en argent, tu vois. Ça peut pas se compter qu'en argent. C'est autre chose. C'est pour ça qu'il faut être passionné pour le faire, absolument. Sinon, ça ne tient pas sur la longueur, peut-être. Ouais. Puis il faut être bien entouré. Je veux dire, le nombre de cuisiniers qui sont divorcés parce que leur femme elle a pas supporté. Et ça se comprend, hein, ça se comprend. Parfois, on a des... C'est pas, tu sais, quand t'arrives à 4h du matin en sortant de mariage parce que t'as été cuisiné au mariage, hein, pas aller danser, hein. Oui. Et que tu te dis, bon, les gars, on se boit un coup, là, vite fait, et qu'à 4h du matin, t'as 12 mecs dans la maison qui boivent un coup de champagne, bon, faut être bien accroché pour trouver ça marrant, quoi. Donc, voilà. Donc, t'as fait ça aussi, les mariages, ouais, bien sûr. T'es passé partout, finalement, j'ai l'impression. Mais, après, donc, on est parti au Pays de Galles, et puis, là-bas, on a bossé. Et c'est pareil, je me suis retrouvé dans le château où, on faisait petit-déj, repas du midi, repas du soir, donc j'avais les mêmes horaires, en fait. J'habitais à 4 km du resto, mais je démarrais à 6h du matin parce que je faisais les petits-déj, les cuissons pour les petits-déj. Après, tu rentres pas, t'as 1 heure de coupure, tu rentres pas, qu'est-ce que tu vas faire en 1 heure, tu vois? T'enlèves tes fringues, tu remets des fringues civiles qui sentent le graillon parce que t'as fait tes œufs, tu rentres pas, tu fais ta mise en place. Et puis comme j'étais avec un chef du Savoy qui était un palace londonien, lui, il avait décidé qu'on ferait tout. Donc, lui était divorcé, par contre, donc il avait pas d'emmerde, il était tout seul, lui. Ouais. Bon, l'après-midi, tu tapais toutes les mises en place de tous leurs trucs anglais que tu peux acheter en supermarché ou que tu peux faire maison. Nous, on faisait tout maison, quoi. Donc, le lait, il venait par le fermier. Enfin, le truc, c'était chouette, hein, c'était chouette, mais voilà, t'enchaînais les heures, quoi. Ouais, il faut pas les compter. Du coup, après, comment t'arrives à être prof de cuisine dans toute cette vie? Parce que quand je suis revenu en France, là, il y avait un peu d'ego. C'est-à-dire que quand je suis revenu en France, Suzanne finissait sa dernière année d'études à Amiens. Et en gros, les restaurants qui m'intéressaient n'embauchaient pas parce qu'ils n'avaient pas besoin de perso. Et ceux qui embauchaient, j'avais juste pas envie d'être en friterie, quoi. D'accord, ouais. Après, c'est perso, hein, vraiment c'est perso, mais j'ai rien contre les gens qui font de la friterie. C'est pas le problème, c'est que c'est pas ma came, quoi. C'est pas ma cuisine, c'était pas ce que j'avais envie de faire et je me suis dit non, c'est pas mon truc. Et puis on m'a dit va voir au rectorat, ils cherchent peut-être du monde. Donc je suis arrivé au rectorat. Et donc puis, par hasard entre guillemets, tu dis peut-être t'avais entamé la conversation en disant par hasard c'est arrivé, c'est voilà, en gros il y avait juste pas ce qui te plaisait en boulot, tu te dis je vais en faire un autre, je vais aller voir là, quoi. Ah non, mais là au risque de faire bondir tous les enseignants, tous ces gens qui disent c'est un sacerdoce, moi je crois que je suis sur terre pour enseigner. Moi, pas du tout, hein. Moi, c'est vraiment, tu vois,
À l'époque, je sais pas si on m'avait dit, bah écoute, on cherche un facteur, peut-être je ferais du vélo, j'en sais rien. Ouais. Mais mais voilà, donc on m'a dit, va voir. Donc je suis allé voir. Je suis tombé sur une dame adorable qui m'a demandé mon cursus, mes études, blablabla. Et puis elle m'a dit, bah vous commencez lundi à l'école hôtelière de Saint-Quentin, mais comme professeur de salle. Ok. Je me suis dit, merde, tu vois, là, c'est le premier échec, quoi. Tu te dis, ouais, non, mais j'ai rien fait de mal, quoi. Et puis, ouais, je plaisante les serveurs, ne me prenez pas comme ça. Et puis, je suis arrivé là-bas, je suis tombé sur un chef de travaux, monsieur Dezafi, qui était vraiment très, très bien, qui m'a dit, mais voilà, t'es plus cuisinier. Je dis, oui, mais je suis pas serveur. Il dit, mais on s'en fout, t'as un BTS, t'es professeur de restaurant, je vais te mettre des premières années, des gamins de 14 ans qui arrivent, tu connais forcément plus de choses qu'eux. Essaye juste de leur faire comprendre les bases et de leur apprendre des bases et de leur montrer ce que c'est que de vouloir faire ce type de métier. Ouais. Et à l'époque, j'avais une barbe de 2 jours, comme j'ai toujours eu, puisqu'en fait j'ai été barbu le premier jour où je suis rentré au service militaire. J'allais dire le premier jour où je suis né. Je m'attendais à une phrase comme ça. Non, mais le premier jour où je suis rentré au service militaire, qui n'a pas duré trop longtemps d'ailleurs, et je suis tombé sur un grand intellectuel qui m'a dit je te préviens, si tu es barbu, tu resteras barbu. Et je me suis dit, mais à ton avis, du con, pourquoi je suis arrivé barbu? C'est juste pour pas perdre 10 minutes à me raser tous les jours, quoi. Ouais. Et il prenait grand soin de vérifier tous les matins que j'étais bien barbu, mec. J'ai trouvé ça vraiment chelou, je te jure. Tous les matins, t'es pas rasé? Ben non, ça va. Tu te dis, putain, il y a un truc qui est bizarre, quoi, dans ce monde. Alors, ils sont pas tous comme ça, hein, bien sûr, hein, mais là, lui, il était vraiment bizarre, quoi. Il vérifiait que j'étais barbu. Bon, bref. Et donc, j'avais cette barbe de 2 jours, et le chef des travaux, je me souviens très bien, m'a dit, par contre, au niveau de la barbe, on fait comment? On en a une ou on en a pas? Et je dis, oui, je suis barbu. Il me dit, non, vous êtes mal rasé, c'est tout à fait différent. Ah, oui. D'accord. Et il me dit, dans les métiers de la restauration, en salle, par rapport aux clients, on est ou barbu, taillé, ou rasé. Mais on n'est pas mal rasé. Je dis, d'accord. Il dit, donc, vous faites quoi? J'envisage de garder la barbe. Il me dit, très bien, donc vous ne commencez pas demain, vous commencez dans 3 jours. D'accord. Et là, je m'étais dit, waouh, ok. Ok, si c'est comme ça, d'accord, hein, très bien. Et donc, j'ai commencé 3 jours après, et voilà, et c'était parti. Et il m'a encadré toute l'année pour vérifier ce que je faisais, tout ça, et je me suis rendu compte que c'était... Alors, déjà, très honnêtement, et je sais que s'il y a des profs qui m'écoutent, ils vont bondir, mais il faut bien qu'ils comprennent que c'est très différent. La fatigue intellectuelle de la fatigue physique. Et que un prof qui vous dit qu'il est fatigué physiquement, c'est fort possible parce qu'il fait du jogging et du bricolage à la maison. Maintenant, psychologiquement, je n'en doute absolument pas. Mais la fatigue physique de quelqu'un qui va enseigner, je suis prof depuis 20 ans, donc je sais ce que c'est la fatigue physique de se lever pour aller faire un cours à 8 heures, est incomparable avec la fatigue physique que tu as quand tu fais 5 ou 6 fois par semaine, 6 heures du matin, 1 heure du matin. Ouais. C'est vraiment incomparable. Et quand tu arrêtes ce rythme, justement, tout s'arrête. C'est-à-dire le moteur, ton corps, le moteur s'arrête, quoi. C'était vidé. Tant que tu le fais, tu tournes. T'as vécu ça? Tu t'es retrouvé à un moment donné avec plus de batterie du tout? Ah, t'es vidé. Et surtout, alors c'est un truc très con, hein, mais le cerveau humain va vite à corriger ça, mais tu te retrouves à te dire, qu'est-ce que je fais? Parce que là, j'ai du temps libre et je ne sais pas quoi en foutre, en fait. D'habitude, j'en ai pas. Qu'est-ce que je fais? Là, il est 5 heures, je suis chez moi. Qu'est-ce que je peux faire à 5 heures chez moi? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, après, tu trouves, hein, bien sûr, mais les premières semaines, je t'assure, c'est pas une angoisse, mais tu dis, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Il est que 5 heures et je sais pas quoi faire. Donc, et voilà. ça, c'était uniquement dû à ton rythme, parce que comme tu disais, tu n'avais pas de temps libre avant, donc juste, t'avais pas pensé au temps libre tout court, point. Ou c'est toi, déjà, qui a comme une angoisse. Il y a des gens aussi comme ça, qui ont une angoisse quand il y a rien à faire devant eux. Bon, alors déjà j'ai ça, je suis boulimique, tout ça, ouais. Mais tous mes potes qui sont devenus profs ont tous vécu ça, on en avait discuté, on a tous vécu ça. Les 8-10 jours où tu te dis, putain, les gars, c'est pas normal, quoi. Qu'est-ce que je sais pas quoi faire. Tu vois, j'ai pas de... Comme tu peux un peu tout faire, tu sais pas quoi faire, quoi. Et puis en plus, t'as le temps de le faire. Peut-être un peu, je suis pas encore là, mais j'imagine, peut-être un peu comme le mec qui est en retraite, et qui, le lendemain matin de sa retraite, se lève pour aller à l'école ou au travail et se dit ah mais non, je travaille pas aujourd'hui, merde, qu'est-ce que je fais? Et 2 mois après, les retraités sont les gens les plus actifs et les plus pris de la société. Ils ont pas de temps. Après, ils ont rempli les cases sans souci, voilà. Voilà. Mais t'as ce petit moment où tu te dis merde, toutes ces cases se vident, qu'est-ce que je sais pas quoi y mettre, voilà.
Donc, par contre, ce que j'ai découvert, c'est que c'était, d'un point de vue purement égoïste, c'était super agréable et valorisant de te rendre compte que tu as un gamin de 14 ans qui savait à la limite même pas que le vin c'était fait avec du raisin, parce qu'à 14 ans, franchement, c'est pas choquant, ils ont jamais bu de vin, ils savent pas, et que tu lui expliques ça, que tu lui montres comment on découpe un poulet avec un peu d'élégance, que tu lui expliques que la côte de porc c'est à cet endroit-là dans le cochon et que ça va se cuire comme ça, voilà, et qu'il le retient et qu'il en fait un travail. Voilà, j'ai trouvé que c'était super intéressant. T'as trouvé un autre point valorisant que je sers un beau plat à un client. Ouais, là, c'est c'était ça. une autre reconnaissance, quoi. C'est ça. Il y avait ça, et puis le côté, je continue à faire mon travail quand même, parce que tu pouvais faire ton boulot, justement. Tu vois, tu faisais le boulot comme il faut. C'était pratique, quoi. C'était pratique. Et le côté pédagogie en tant que prof, il faut l'avoir. Est-ce que, comme tu parlais de ton tempérament au tout début un peu trempé, ça a posé souci ou? Le côté pédagogique, sincèrement, la première année, tu sais pas ce que c'est, quoi, parce qu'on t'explique pas, tu sais pas quoi, tu sais pas. Et puis tu te rends compte que les vieux viennent t'entourer, enfin les profs plus aguerris, ils viennent t'entourer, et puis ils viennent t'aider, et puis ils t'expliquent ce qu'il faut faire et tout ça, quoi. Et puis ils regardent ce que tu fais. Et moi j'avais ce monsieur Dezafi, qui regardait, qui disait non mais ça non, ça oui. Et moi j'ai eu la chance de commencer dans un lycée où en fait ils avaient simplifié la chose. Ils s'étaient dit voilà, comme on a un petit peu de turnover dans l'équipe, on va créer le classeur pédagogique des informations minimum que doivent connaître les élèves pour passer en classe supérieure. Donc quand je suis arrivé dans ce lycée, et j'avais trouvé ça fantastique, et je rêverais que ce soit fait au lycée d'Avesnes, mais ça fait 20 ans que j'en rêve. Bon bref, parenthèse fermée. Et ouais, je peux pas me retenir. Et en fait, quand je suis arrivé, on m'a donné un classeur, j'ai dit ouais mais non, il n'y a pas de ouais mais. L'élève doit savoir ça. Maintenant, la façon dont tu vas lui faire apprendre ça, la façon dont tu vas lui expliquer ça, ça s'appelle la pédagogie. Mais il doit savoir ça. Et donc, après, tu te creuses la tête et tu dis comment je peux lui expliquer ça, comment, et puis voilà, tu sais, c'est la façon dont tu expliques les choses déjà. Faut arrêter de prendre les gamins pour des cons. Hein. C'est quand tu commences à leur raconter la messe en leur disant, je vais t'expliquer comment ça se passe dans la vie, et que tu parles d'un truc que t'as jamais fait de ta vie. Je l'ai vécu en tant qu'élève et je le vois en tant que prof avec d'autres enseignants qui expliquent comment ça se passe dans tel palace ou tel palace dans lequel ils ont jamais foutu les pieds ou ils ont jamais travaillé là-dedans. Ça passe pas bien, quoi. Donc le truc, t'es à peu près sincère avec les gosses, tu leur expliques ce que t'as vu, ce que t'as fait. Tu racontes pas ta vie, hein, c'est pas une soirée papy raconte sa guerre, hein. Mais une fois que t'as fait le truc, tu te dis voilà. Non mais tu gagnes, si tu veux, tu gagnes un peu comme leur confiance et leur respect en étant honnête, quoi. Oui, et puis tu leur expliques que tu sais pas leur tout déjà. Aussi, ouais. Tu sais pas tout et que ce que tu leur dis là, c'est important parce que ça va les aider pour plus tard, quoi. Donc voilà, et puis t'as des méthodes, t'as des techniques, voilà. Mais c'est intéressant, hein, mais c'est vrai que c'est pas le premier aspect que tu vois quand tu deviens prof, quand tu sors du privé, quoi. Et c'est quoi la gamelle alors entre guillemets que tu pourrais te rappeler de en fait, au départ t'es contractuel et ou vacataire et tout ça. Et moi j'ai préparé le concours de prof. Et j'ai préparé le concours cuisine. Et dans les formations, on t'explique, attention, voilà, la pédagogie, le truc, le machin, l'enseignement, c'est vraiment quelque chose de ceci, de cela, de comme ci, comme ça. Ok, pas de problème. Donc, je vais à ce concours et je fais la pédagogie comme ci, comme ça. Voilà, je fais très attention. Et je me souviens qu'il y avait une génoise à faire en dessert pour faire un mocha ou je sais plus quoi, un truc à la con. Et je me dis, alors on m'a dit la pédagogie. Donc je fais de la pédagogie, je fais mon cours au tableau, je fais mon truc, j'explique bien, je fais attention à pas me tromper. Ouais, t'as été le plus scolaire de toute ta vie. Oh putain, laisse tomber, c'est exactement ça. Sauf qu'à la fin, j'ai pas assez de temps pour finir ma génoise. Et moi, tout le temps, on m'a dit, ce qui est important, c'est que l'élève comprenne bien, il a le droit à l'erreur, il faut voilà. Donc, j'applique. Et puis à la fin de cette épreuve de concours, je me retrouve avec le jury qui me dit vous faites quoi là?
Et je dis, bah, je prépare le truc. Il me dit, ouais. Mais sinon, au niveau de la génoise, vous pensez qu'on va vous en faire toutes les semaines pour faire vos cours si vous n'arrivez pas à passer votre cours en 1 heure? Sympa. Et je lui dis, bah, non, mais enfin, j'ai bien expliqué le reste. Il me dit, ah ouais, super, vous avez bien expliqué le reste, mais si vous pensez qu'on a que ça à foutre d'attendre que les profs comme vous aient le temps de finir. Et ils m'ont mis 4. Mhm. Donc, si tu veux, 4, c'est un peu... bah, tu vois, quand t'as 4 sur un truc qui est ton métier, Oui, et ça fait mal. Ouais. tu vois, tu te dis... D'autant que c'était comme la première fois où tu te prenais vraiment ce genre de claque, là. Ah ouais, en cuisine, Ouais. 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 Oui, donc en plus, Là, ça n'a été que, entre guillemets, succès, ou en tout cas, bon moment, bonne réussite, bon apprentissage, puis là, boum, ah non, mais je vais te dire, et c'est pas encore avec pire que élégance, ça. quoi. Ouais. C'est encore pire que ça, c'est que tu arrives dans un nouveau type de métier avec des mecs dont tu te dis, voilà, techniquement, leur boulot, c'est d'être pédagogue et de faire passer les messages, et voilà. Et moi, je sors d'une cuisine professionnelle avec des chefs, donc j'ai cuisiné, quoi. Ouais. Et là, t'as 4 par des mecs et tu te dis, mais comment c'est possible? Comment tu peux me mettre 4? Comment, quoi? Ça marche pas, il y a un truc qui fonctionne pas, quoi. Et comment t'as réagi alors derrière? Là encore, t'es en colère, t'es abattu? C'est quoi ta réaction? Abattu, moi, c'est rare. En colère, c'est plus possible. Ouais. Oui, j'ai cru Donc, comprendre. le premier truc que je me suis dit, c'est il faudrait idéalement qu'on se recroise pas tout de suite parce que ça risque de partir en cacahuète. Et puis après, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas de la prétention, hein, mais je dis pas que je suis bon, mais je vaux pas 4. Oui. Mhm. Donc je suis là, il y a vraiment un truc, je vaux pas 4. Donc je suis retourné voir ce monsieur là, monsieur Dezafi, et puis on en avait discuté un peu, et puis il m'a dit, mais en fait, comme ce sont des concours administratifs, sur les concours administratifs, il y a énormément de personnes qui portent plainte pour réclamation quand ils ne sont pas reçus, parce qu'au lieu d'avoir 10, ils ont eu 9,88. Ah oui. Au lieu d'accepter la sentence, ils vont porter plainte en disant comment vous pouvez estimer qu'à 0,12 points près, blablabla. Ouais, d'accord. Donc avec 4, il n'y a pas de doute comme ça. T'as tout compris. Mais ça Donc, fait mal quand même, quoi. J'ai 4, mais en fait, ce 4, il vaut peut-être 9, mais en tous les cas, comme il vaut pas 10, je l'ai pas, quoi. Donc, Ouais. arrête d'emmerder le monde avec ton 4. T'as pas 10, donc c'est tout ce qu'on te demande, c'est d'avoir 10. T'as pas 10, donc ta gueule, quoi. Oui, donc t'as mis un autre regard sur ton 4. Ok, tu t'es Ouais, remis c'est en un 4 question qui toi, en vaut- quelque sorte. C'est ça, c'est un 4 qui vaut rien, parce que je te dis, il aurait pu être à 6, à 8, à Ouais. 9,99. C'est pas ça qu'on te demande, donc t'y es pas, t'as pas compris, t'as pas fait ce qu'il fallait. Donc encore une fois, bah tu te dis bon, bah écoute, on va essayer. Hein. Et là, comme je te disais, il y a toujours un truc. Je me retrouve à Compiègne comme prof de cuisine avec un mec qui arrive du sud, je sais plus trop de où, qui était pâtissier et pas du tout cuisinier, Dimitri Comte, et on devient très potes. Et lui, il vient d'avoir son concours, et lui, c'est un petit malin, tu vois. C'est un pâtissier, c'est un petit malin. Et il me dit non mais te prends pas le chou. Il dit, tu les as vus les jurys? Il dit, moi, quand j'étais pâtissier, j'ai fait beaucoup de concours pro. T'emmerdes pas avec les sujets. Ce qui est important, ce sont les jurys. Je dis, c'est-à-dire, elle dit, t'as des jeunes, tu fais un cours de pédagogie pour les jeunes, t'as des vieux, tu leur fais de la cuisine, parce que, rêve pas, les vieux que t'as eu comme prof de cuisine, ils t'ont jamais fait de pédagogie, c'était des cuisiniers qui venaient faire de la cuisine. Bah, ils te notent pareil. Donc, t'emmerdes pas. Rêve pas. Arrête de faire des tableaux, des machins. Ça, c'est ce que te demandent certaines personnes de l'éducation nationale, mais c'est pas eux qui te jugent. Donc, si ton jury, il est vieux, tu leur fais de la cuisine et c'est tout. Tu mets un peu comme les gamins, parce qu'en fait, tu dois faire un cours, c'est un peu des commis, tu fais un peu de travail, et puis terminus, quoi. Donc, j'ai fait ça. La deuxième fois, j'y suis allé, j'ai cuisiné, et puis, alors, en expliquant un peu aux élèves ce que je faisais, et puis en travaillant avec eux, j'ai cuisiné, et sans rien changer à ce que je suis passé de 4 à 14. Voilà. Et juste, j'avais pas eu la bonne approche, parce que j'avais pas eu la bonne info. Ouais. Et puis de là, bah, j'ai enchaîné l'année suivante sur le deuxième concours qui existe pour les profs, et j'ai eu 14 aussi. En ayant gardé cette technique, entre guillemets, de s'adapter. C'est ça. T'y vas, t'enchaînes. En gros, si tu veux, j'avais fait quelques mois en me disant, ah oui, attention, l'école, il faut intellectualiser le bordel. Puis après, je me suis dit, vas-y, laisse tomber, quoi. Ça, c'est sur le papier, c'est dans 2-3 têtes qui eux ont le temps de faire ça. Toi, tu fais de la cuisine, fais de la cuisine. Hein, voilà. Et emmène ces gamins-là faire de la cuisine, parce que s'ils sont en cuisine, c'est bien qu'ils sont comme toi. L'école, c'est pas leur cam, donc les ramène pas systématiquement à l'école. Et ça fait 20 ans que je les ramène pas systématiquement à l'école et que ça se passe pas mal, quoi.
Bah oui, on a cru pour te croiser quand même de temps à autre. En vrai, j'ai cru comprendre ça en effet. Toi, t'es toujours aussi passionné et eux ont l'air d'aimer et d'apprécier notamment d'apprendre avec toi, effectivement. C'est ça, les gamins qui veulent faire la cuisine, ça se passe bien, quoi. Bah Donc oui. voilà, donc j'ai fait prof. Et puis, quand j'ai eu ce concours, j'ai été nommé stagiaire, parce que c'est le cursus d'un prof, hein, c'est tu as ton concours, après tu es stagiaire, donc tu as un tuteur, qui est celui qui est ton parrain professionnel qui te forme cette année pour tout le reste de ta carrière. Ok. Et d'ailleurs, j'ai été tuteur cette année pour la première fois de ma vie. Donc, Donc nouvelle étape voilà. encore. Ouais, la boucle se boucle, c'est marrant. Et le tuteur que j'avais, c'était Damien Duquesne, qui en gros, comme moi j'avais déjà bossé et que j'avais un petit peu un caractère un peu particulier, et voilà, en gros il y a personne qui était soit assez proche géographiquement, soit qui se sentait capable de m'encadrer. On va le dire comme ça pour rester poli. Et il y en a qu'un qui a dit ouais, ok, moi je veux bien, c'est Damien Duquesne. Et donc Damien Duquesne m'a dit bah ok, on se connaît pas trop, voilà, on va travailler ensemble. Ouais. Et on a bossé ensemble. Il m'a pas fait les plans. Je suis tuteur, tu me dois le respect. Regarde ce que je dis, fais comme je dis, machin. Non, on a travaillé ensemble vraiment. Ouais, c'était un mec comme toi finalement, et du coup ça a bien matché quoi. On a fait de la cuisine. On rentrait le soir, on allait voir si les vignerons avaient bien travaillé, tu vois quoi. Et le frère de Damien travaillait dans l'internet, avait déjà un site et une société. Et il avait une société à côté qui était une société qui s'appelait 75centilitres.com, qui était une société de vente de vin en ligne. En 2003, 2004, je sais pas exactement. Et donc bon, voilà, on fait le stage. Je fais mon stage et à l'issue de mon stage, je suis muté dans l'académie de Lille et j'arrive à Avesnes-sur-Helpe. Et avec Damien, qui lui est à Soissons, on se dit tiens, il faudrait bien qu'on fasse un truc. Qu'est-ce qu'on peut faire, un truc sympa quoi. Et on se fait on se dit on se fait un livre, on se fait n'importe quoi, on sait pas, mais un truc qu'on peut faire ensemble. Et son frère nous dit bon, au lieu de faire les débiles là, vous voulez pas écrire des recettes pour mon site de vente au vin. Donc on se dit bah ok, on va écrire des recettes. Donc Damien me dit viens, je t'embarque avec moi dans cette affaire et puis on va écrire des recettes. Ok, on écrit des recettes. Et puis Jean-Baptiste, le frère de Damien, se rend compte que les recettes prennent le pas sur la vente de vin. Ouais. Et comme ça s'appelait 75 centilitres le site, la sous-partie cuisine s'est appelée 750 grammes par logique. Par et c'est le poids du vin dans la bouteille. Quoi. Ouais. Et très vite il a compris, parce que c'était lui le vrai cerveau de la bande, hein, très vite il a compris que l'avenir c'était dans la cuisine et pas dans le vin, ou en tout cas pas dans cette façon-là. Et donc il a scindé les deux, il a gardé 750 grammes et il nous a demandé si on voulait prendre Enfin non, il nous a forcé à prendre des parts chez 750 grammes, nous avons tous fait partie de l'aventure. Et il a bien fait, hein, je regrette pas. Et voilà, et comment on est devenu cofondateur, sans avoir imaginé le truc, hein, mais on est devenu cofondateur de 750 grammes. D'accord. Et du coup, là c'est une autre casquette encore, c'est un peu entre guillemets homme d'affaires. Enfin, je veux dire, faut s'y connaître un peu en entreprise, ce genre de choses. Ça, tu connaissais ou pas du tout l'univers? Ah non, je connaissais pas du tout, mais attends, il faut s'y connaître en rien du tout, parce qu'on crée un site internet. On est alors il y a six co-fondateurs associés, je sais pas comment on peut dire, et dans la réalité, c'est on travaille le soir, on fait tout quoi, tu vois, on saisit les recettes sur nos ordinateurs alors qu'on sait pas taper à la machine, enfin le truc voilà quoi. Ouais. Et le premier gros flop qu'on a, c'est que nous, comme on a bossé un peu avec Damien et qu'on a un peu de réseau, on se dit ok, on a des copains chefs qui sont meilleurs ouvriers de France, dans les très grosses places, très gros postes et tout ça. On va les appeler, on va leur demander une recette. Ouais. Donc on les appelle, et comme c'est des potes, ils te disent ouais ok, je te le file. Donc tu vois, pas d'échange d'argent, rien, oui je te le file, c'est bon. Et on met les recettes en ligne. Et ça marche pas. Pas du tout. Pourtant c'était des recettes, je m'en souviens vaguement d'une, un dessert ananas pina colada, enfin un truc top quoi. Sauf que ce truc top, ma mère ou ta tante, elles ont pas envie de se faire chier 8 heures à faire un dessert à la... Ouais, d'accord. Elle veut faire un gâteau à la nana. Ouais, c'était dans votre regard à vous de chef que c'était top, mais beaucoup moins accessible pour le lambda, on va dire. Exactement. Donc de là, on se retrouve à avoir bossé comme des cons pour rien. Pour un truc qui... Et Damien, il se dit ok, qu'est-ce qu'on fait? On se réfléchit, on inverse. Bon foutons un gâteau yaourt.
Et là, on met le gâteau au yaourt et boum, le truc explose. D'accord. Donc, on s'est dit, bah voilà, ce qu'il faut, c'est en fait, il faut qu'on mette, et c'est pour ça que ça maintenant, c'est 750 grammes un chef dans votre cuisine. On s'est dit, il faut surtout pas qu'on se prenne comme chef, comme ce que tu vois parfois où le gars te dit, voilà ma cuisine. On n'est pas là pour ça. On est là pour aller dans la cuisine des gens. Et on est un peu, alors j'exagère, hein, mais c'était vraiment l'analogie qu'on avait trouvé la plus proche, le petit rat dans la toque de Ratatouille, tu vois. Oui. C'est ça, il faut que n'importe qui dans sa cuisine se dise, merde, alors attends, comment je vais faire cuire ça? Ah ouais, j'ai vu, il faisait comme ça, ok, je fais ça, parce que il utilise la même poêle, le même beurre, le même steak, le même machin, quoi. Voilà. Donc c'est ça qui a lancé 750 grammes, alors qu'au départ, ben, c'était dans notre petite tête de cuisinier, on partait sur des recettes extraordinaires, et en fait, on a très très vite compris que c'était une mauvaise idée. On en revient à cette histoire, comme pour le jury, de s'adapter finalement et de toujours se remettre en perspective par rapport à ce que tu fais. Parce qu'on n'avait pas le choix et on s'est dit bon ben allons-y quoi, on verra bien, on verra bien. C'est vrai, c'est beaucoup ça. C'est toujours un on verra bien. Et d'ailleurs, tu sais, et on le sent très cool finalement. Ouais, mais à part ton temps, tu risques quoi? Ouais. Tu vois, on est dans un pays où t'as pas faim. Vous pouvez me dire tout ce qu'on veut, hein, mais à part une faible minorité, on est d'accord, mais qu'on peut pas instaurer ça en règle. T'as pas faim, t'as pas froid, tu risques pas ta vie, t'as pas de guerre. Ah, tu vois, j'ai pas dit que tout est rose et que non, mais je suis angélique, hein, c'est pas ça, mais après après par mon boulot, j'ai pas mal voyagé. Je vous assure, on est bien. Hein. Même quand on m'explique qu'on est dans une tour en banlieue parisienne, au 13e étage et tout ça, je vous jure, on est bien. Tu vois, j'ai visité des endroits de la planète où au 13e étage, il y a des impacts de balles dans les murs. Hein. Ouais. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc je dis pas que tout est rose. Je dis, moi en tout cas, de la façon dont je vois les choses, ça va pas si mal et oui, il peut y avoir des soucis, mais comme tout le monde. Mais tout n'est pas noir, quoi. Faut pas. Tu vois, on est dans un pays où tout n'est vraiment pas noir, franchement. Je dis pas que tout est bien, mais on peut vraiment pas dire que tout est mal comme j'entends parfois. Et ça participe à, c'est le fait d'avoir voyagé, de relativiser les choses, mais c'est aussi ton état d'esprit à toi, qui a toujours voulu voir comme c'est pas mal, plutôt que comme c'est mauvais, entre guillemets. Ah ouais, moi je suis très vers à moitié plein. Ouais. Moi je suis vers à moitié plein, moi. C'est une politique, ça. Et du coup, après, avec 750G, donc là, vous le fondez, vous êtes deux du coup maintenant, enfin, vous le fondez, vous récupérez l'affaire, vous êtes deux, ça marche avec les recettes simples, entre guillemets. Ah non, on est toujours 6, Ah oui, vous êtes toujours 6 là. On est toujours 6, nous on est juste les deux chefs. Vous êtes attitrés à cette partie, voilà. quoi. Ok. On est les deux chefs de cuisine, mais après, tout ce qui est référencement, tout ça, si tu veux, c'est pas notre truc, c'est les autres qui font. Oui, nous, voilà, pour que tu disais, c'est simple, dans le sens où toi, tu faisais ta partie que tu maîtrises. Ah ouais, voilà. Mais par exemple, moi, je répondais aux questions d'internautes, tu vois. En 2-3 ans, je crois que j'ai répondu, je crois que c'était 76 000 questions. Oh putain, ouais. Donc, tu vois, j'y passais des heures. Une année, on avait fait un truc, on trouvait ça intelligent. C'était le chat hotline de Noël. Oui. Ah ben, je l'ai fait qu'une fois. Je l'ai fait qu'une fois, la blague, là. Mais laisse tomber, de 6h du matin jusqu'à 23h, t'es comme un con devant ton ordi alors que c'est Noël. Et là, l'idée était bien. C'est comme ça, sur le coup, l'idée est top. Mais après. À la radio, avec le collègue Angie, il a toujours, il a une idée depuis longtemps, il aimerait faire un réveillon en live avec, tu sais, des gens invités, etc. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est le réveillon pour tout le monde. C'est ça. On s'est confronté au problème, on s'est dit, bah oui, mais comment on fait? Voilà, c'est ça. Le truc, ou alors il faut se louer une grande salle et ça peut être sympa, mais il faut des moyens énormes. Mais c'est ça. Peut être vraiment sympa. Mais oui, quand t'as une super idée comme ça, il y a un moment, tu te dis, mais je suis pas un peu con. Il y a pas un truc que j'ai raté dans l'épisode quand même. Mais donc c'était très sympa. Et après, on a commencé à développer, Damien de son côté, moi de l'autre, le côté consultant. Et de là, voilà, on a bossé tranquille. On a découvert un peu, comme tu disais, le monde du business, le monde de l'entreprise. Et à un moment, 750 grammes est devenu trop gros pour notre façon de gérer. Ouais. Parce qu'on alors déjà, petite précision, on est des cuisiniers, donc nous sommes des artisans. C'est-à-dire que quand j'entends tout le monde dire vous êtes des artistes, pour moi, ça fonctionne pas. Parce que l'artiste,
c'est quelqu'un qui va mettre de l'émotion dans ce qu'il fait et qui en réalité ne va le faire que une, peut-être deux, quand c'est César qui compressait des bagnoles à la fin, il pouvait en faire 50, mais il n'y avait plus d'émotion, il y avait juste de la compression de bagnole, c'était juste un casseur de voiture à la fin. Ouais. Et l'artiste, l'artiste, il a une forme d'émotion qui fait que c'est difficilement reproductible. Nous, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ponds ton menu et tu l'écris sur une carte avec un prix en face, que ce soit le lundi 1er mai ou le jeudi 28 juillet, si t'as pas changé ton menu, ça doit être la même chose. Ouais. Donc là, on n'est plus dans de l'art, on est dans de l'artisanat. On travaille sans doute bien, on essaie de faire des choses qui peuvent être jolies et tout ça, mais c'est de l'artisanat. On reproduit les mêmes choses à l'identique ou mieux, mais en aucun cas. Alors à chaque fois, on y met de l'émotion et tout ça. J'entends les cuisiniers qui racontent une histoire et qui mettent de l'émotion. Franchement, il y a toute une partie. C'est pas vrai. On y met de la technique, on y met nos connaissances scientifiques entre guillemets de cuisinier. Et après, on essaye de mélanger en disant ouais, mais ça c'est une saveur retrouvée parce que j'avais celle-là ou ceci ou cela. Mais au départ, on n'est pas artiste, quoi. Peut-être que quelques cuisiniers sont artistes. Allez, imaginons pour faire plaisir aux quelques-uns qui vont être vexés là. mais tous les autres, non, c'est pas des artistes, c'est des techniciens de la cuisine, au même titre que qu'un maçon va pouvoir te faire des murs fantastiques. Tu regardes les bâtisseurs qui font les cathédrales. Je veux dire, les mecs sont pas des artistes. Les mecs qui bâtissaient des cathédrales, peut-être que le mec qui pensait la cathédrale était un artiste au départ, admettons, à la limite, mais que l'action d'aller le construire, effectivement, c'était pas des artistes, mais des artisans, ouais. Voilà. Mais même le mec qui les construit, qui les pensait, je pense pas que c'était un artiste. Je pense que j'ai un ami qui est tailleur de pierre. C'est artistique, mais quand tu en parles avec lui, c'est technique. Ouais, il t'explique. Alors, il t'explique des mots que tu comprends même pas. Enfin, en tout cas, moi, je comprends pas. Avec ses courbes, ses machins, il a des noms mathématiques et tout ça. C'est pas de l'art, quoi. C'est de la technique mise au service d'une production qui va créer sans doute une émotion chez quelqu'un. Et que tu vas trouver extraordinaire parce que tu ne maîtrises pas cette façon de travailler. Mais pour moi, c'est de l'artisanat. Parce qu'on peut le reproduire et parce qu'on doit le reproduire et surtout parce qu'on y met, je veux dire, une salade tomate mozza, c'est très bon, il n'y a pas de problème. Mais ne me dites pas qu'on est un artiste, quoi. Oui. Non, mais tu vois. J'avoue que l'émotion, elle est dans ce qu'elle représente, c'est-à-dire généralement, l'été, un barbecue, un truc, enfin, on est dans des saveurs qui font chez la personne ressentir des émotions à l'arrivée, ou des envies, ou des trucs, ou des souvenirs aussi, mais c'est pas, oui, la salade en elle-même n'est pas, n'est pas une œuvre d'art, ouais, j'avoue. On est d'accord. Et de toute façon, le meilleur des plats, manger tout seul sur un coin de table, ça sera jamais bon. Oui, donc, ce qui fait que notre cuisine fonctionne, c'est l'ambiance du restaurant. On n'a jamais envie d'ailleurs de cuisiner pour on est seul, ou alors on pourrait être motivé, quoi. Mais sinon, on n'a pas. C'est moins agréable, quoi. Ouais, j'avoue. Voilà, nous, on crée des émotions parce qu'on arrive à créer des ambiances, à faire des choses. C'est pas des artifices, mais on connaît un peu les ficelles pour faire en sorte que, quoi. Mais pour moi, ce n'est pas d'artistique. C'est de la technique, mais pas de la technique. Pas vulgaire en fait. C'est mais... pas vulgaire quand tu le dis. C'est juste au contraire. C'est tout un travail que plein de gens justement ne peuvent pas maîtriser. C'est bien ça qu'on dit. Mais une technique quoi en tout cas. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc du coup t'es artisan et pas artiste, tu disais, rapport à 750G. Ouais. Et en fait on se retrouve avec une grosse boutique qui prend de l'ampleur. Et sauf que comme toutes les grosses boutiques, enfin toutes les petites qui deviennent grosses, à un moment faut se soit structuré, géré comme une grosse. Et ça va plus avec l'artisanat c'est surtout qu'on sait pas faire parce qu'on a déjà eu du mal à se mettre. Tu vois, je me souviens par exemple chez 750 grammes, on envoyait des mails à n'importe quelle heure parce qu'on bossait à n'importe quelle heure. Et on avait embauché quelqu'un qui lui bossait de son fait. C'est lui qui avait choisi. Il attaquait à 5 heures du matin, comme ça, il avait ses après-midi pour aller faire du sport. Mais en fait, ça colle pas dans les horaires normaux de travail. Oui, d'accord, oui. Oui, donc toi, tu te retrouvais à écrire à 1h du mat à quelqu'un, comme tu parlais du mec qui appelle en sortant de service, et puis... C'est ça. Et on nous avait expliqué après, ils avaient été gentils, c'était l'URSSAF, ils avaient été très gentils, ils nous avaient dit, vous pouvez pas envoyer des mails en dehors du temps de travail. On dit, mais on le force pas à répondre. Il dit, mais si, c'est une intrusion dans la vie privée, donc vous pouvez pas faire ça, en fait. Oui, tous ces codes-là, t'as pas, oui. Donc, quand t'es 3, 4, 5, 6, 7, ça va. Et là, c'était devenu trop gros. Donc, ce qui s'est passé,
qu'en pleine interrogation sur merde, on est trop gros, enfin on est plus petit mais on n'est pas gros. Et puis il y a eu une offre d'achat qui a été faite par la société Webedia et qui est tombée très bien. En fait, c'était encore une fois, tu vois, bon, on va essayer, puis boum, voilà. Ouais. Et donc Webedia a repris en nous gardant Damien et moi comme consultants culinaires. C'est-à-dire qu'en gros, on fait exactement la même chose. On fait ce que le site nécessite, on fait des interventions et voilà, mais c'est plus chez nous. On est invité à venir. En gros, on a vendu notre maison, mais on est invité à venir manger à la maison quand même. Ouais. Voilà. Et donc forcément, t'as plus les responsabilités de la maison, à nettoyer tous les jours la maison, à entretenir s'il y a une, voilà, ouais, c'est ça. Attention, aujourd'hui, c'est 50 personnes, c'est toute une structure, c'est la compta, c'est le truc, c'est un très gros truc, et c'est pas, moi, ça m'amuse pas tellement, quoi. Toi, j'aime bien faire la cuisine, le reste, ça devient compliqué parce que ça prend du temps, c'est chronophage. Bah oui. Oui, puis une fois de plus, c'est pas un domaine, c'est pas le tien, donc tu peux, comme, y regarder un chouïa, mais ce sera pas le tien, donc, voilà, après, il faut... Voilà. Et donc, dans le cadre de ce domaine dont c'est pas le tien, je m'étais dit, tiens, il y a 2 trucs que j'ai pas fait. Créer ma propre société. J'ai ma société de consultant culinaire. Ça me fait aller en France ou à l'étranger pour faire plein de choses. Mais toujours le voyage, ouais, lié à la cuisine. Bah, c'est ça. De là, justement, je me suis trouvé à voyager beaucoup. Et je me suis dit, bah, tiens, je ferais bien un restaurant. Et donc je me suis associé avec un copain qui était c'est Laurent Trochin qui avait la crémaillère à Avennes-sur-Helpe il y a 20 ans. Et puis un enseignant à Amiens qui s'appelait Cyril Chambert, et on a fondé un restaurant à Amiens qui là est sans doute le truc qui a le moins marché de tout ce que j'ai fait, puisque ça a duré 1 an. Au bout d'1 an, c'était fini. D'accord. Et alors pour quelle raison du coup? Alors la première raison, faut ça, j'ai coécrit un livre avec Damien qui s'appelle Comment réussir l'ouverture de son restaurant, où on a vraiment fait un vrai boulot de fond, on a vraiment recherché les causes d'échec et tout ça. Et puis, alors c'est une analogie hyper philosophique, hein, mais pour moi c'est un peu Zidane avec le coup de boule Materazzi, tu vois, c'est le match de trop qui fait que, je dis pas que je suis Zidane, hein, c'est pas une comparaison dans ce style-là, mais je veux dire, c'est le match qui met une tâche sur une carrière de malade, quoi. Ouais. Tu dis ce jour-là, il serait resté à la piscine, il finissait en beauté, quoi. Ouais. Et là, il finit sur un truc un peu, tu lui pardonnes à lui parce que tout le reste était tellement extraordinaire que, ok, d'accord. Mais là, moi, c'était pareil. C'est Laurent Trochin, il est quand même étoilé à côté de Versailles. Cyril, il est professeur de cuisine. Moi, je suis prof et consultant culinaire. J'ai écrit un livre. Tu dis. Oui, personne n'avait besoin. En tout cas, c'est ça que tu veux dire de cette aventure du restaurant. C'était pas un besoin. Il y avait pas, voilà. Et pas du tout, pas du tout. Mais on s'est dit, allez, on y va. Et on a fait à peu près rigoureusement tout ce qu'il faut pas faire. C'est bien pour écrire un livre. Mais avec beaucoup d'applications. Vraiment avec beaucoup d'applications. C'est-à-dire que le premier truc, on sait que le plus important, c'est l'emplacement. Donc nous, on a choisi un emplacement qui est... Alors la bâtisse était vraiment très jolie, sauf que c'était entre la gare et le centre-ville, donc sur un lieu de passage et non pas sur un lieu où tu t'arrêtes. D'accord. Mais là, on s'est dit, mais on est tellement bon que ça va aller. Ok. Ensuite, on a fait des travaux de fond en comble parce qu'au lieu de racheter un resto en liquidation judiciaire que tu payes pas trop cher, on a acheté un magasin de fringues qu'on a transformé en resto en payant tout plein pot. D'accord. Ok, pas bête. On l'a acheté mitoyen d'un autre restaurant. Mais en même temps, c'était une première aventure pour tout le monde, ça aussi, donc c'est un peu logique quelque part d'essuyer des plâtres. Ouais, mais sur le principe, si tu veux, à un moment quand tu te vois trop beau, il y a toujours un moment où ça te rappelle à la réalité. Ouais. Donc tu peux te voir trop beau pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans peut-être, c'est pas grave. Mais quand ça va te retomber sur le coin de la gueule, vaut mieux que ça fasse que 6 mois, parce que si tu veux, ça fait moins mal que quand ça fait 10 ans. Ouais. Donc nous voilà. Après on a mis du perso en qui on avait confiance, et puis on s'est rendu compte, par exemple à la fête de la musique où nous on n'y était pas parce que c'était à Amiens. Tu vois, t'en as un à Versailles, un à Aulnoy-Emery, le resto était à Amiens. Bon fête de la musique, les mecs ils fermaient la porte à 21h puisque c'était marqué 21h sur la porte. Donc c'était le seul resto de toute la ville à pas être ouvert dans une ville de 150 000 habitants, quoi. Tu dis, faut vraiment être débile. Et on n'avait pas le temps de faire la route, bref. Et puis voilà, en gros, c'est que si tu fais une boutique et que t'es pas dedans, soit c'est une énorme structure,
soit c'est une boîte qui va couler. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. Du coup, alors l'ouverture d'un restaurant, pourquoi si pour aucun de vous Lego. n'était d'y être? Ah, c'était Lego, ok. Ouais, je pense. C'est d'avoir ouvert un En fait, restaurant, quoi. Ouais. en fait, c'était. Alors, il y a une petite partie d'ego, une petite partie d'insouciance, et une grande partie qui est pas de l'ego, qui est. Alors peut-être c'est de l'ego, mais c'est pas ça. Je pense que c'est de la surconfiance en soi. C'est de se dire, l'échec ne peut pas nous arriver parce qu'on est trop fort. Mhm. Et donc, voilà, on va investir ça. Pour te dire, on avait fait une société où on avait déjà créé les statuts pour le mettre en franchise. Oui, d'accord. Oui, oui. Tu vois? Donc, c'est à un moment, tu te dis, putain, j'ai inventé le vaccin contre la rage, quoi. Non, c'est déjà fait. donc c'était ça. On était parti sur un truc, mais avec vraiment beaucoup de confiance, beaucoup d'envie, une force de travail, parce qu'on n'a vraiment pas du tout ménagé nos efforts, mais avec une vision de départ qui, avec mon recul aujourd'hui, je pense, était faussée. Mhm. Elle était faussée parce qu'on s'est dit, on ne peut pas échouer. Ou si on échoue, ça ira, mais on peut pas échouer. Et donc, on n'a peut-être pas assez envisagé de prudence ou de modération, je sais pas. En gros, on a eu trop confiance en nous, quoi. Mhm. Et ça fait mal derrière, ça, du coup, là, quand tu le vis, ce Alors, moment-là? techniquement, il y a un côté très agréable d'être associé à 3, c'est que déjà, tu te T'es dis, pas allez, face au tout seul maximum, au j'en truc, suis à quoi. 33% de faute. Ouais. Mhm. Et puis tu dis, bah voilà, je suis 33% responsable, donc j'assume mes 33% de dette, de remboursement d'emprunt, de tout ça. Et puis après, bah tu fais ton analyse. Donc tu peux très bien te dire, j'y suis strictement pour rien, c'est que les autres. Oui. Ou tu peux te dire, bah oui, tu peux pas. Ça, par exemple, j'ai dit, ok, on le fait, alors que je savais que c'était une connerie, donc c'est bien fait pour ma gueule. Ça, j'ai dit, allez, on fait ça, et puis finalement c'était une connerie, bah j'avais qu'à pas le faire. Enfin. Ouais, ouais. Mhm. Puis comme toujours, à la fin, tu dis, ouais, une fois que j'ai fini de payer les trucs, bah voilà, tu tires un trait sur la page, tu changes de page, et puis ça ira, quoi. Mhm. Mais t'apprends de ce moment-là. Il y a des trucs Alors, qui te servent aujourd'hui ou pas, par exemple? bah, je vais te dire un truc qui nous sert, un vrai détail, en fait, tout simple. C'est qu'on a vendu au mois de mai l'an dernier. Et là, on était en pleine période Covid, il y a Oui. quelques semaines. Oui, oui, oui. Et on s'est appelé avec mon pote Laurent, et on s'est dit, t'imagines, si on avait gardé le restaurant parce qu'on s'était entêté, et qu'on était dans les mêmes types de pertes que ce qu'on faisait, enfin qu'on serait Oui, qu'il retrouvé y avait avec déjà zéro avant, client, ouais, avant le Covid. plus nos maisons à gérer, parce que moi, quand je te dis, j'ai une chambre d'hôte ici qu'il faut qu'on gère aussi, mais financièrement, on explosait en vol, quoi. Mhm. Donc finalement, tu vois, encore une fois, c'est pas facile à vivre, tu dis, fais chier, j'aime pas l'échec, et j'ai un peu les boules, quoi, voilà. Puis finalement, tu dis, mais c'est pas si mal que ça, ce qui nous est arrivé, parce que ça nous a sauvé de pire, quoi. Ouais. Mhm. Donc, et là, bah voilà, on a créé ici des chambres d'hôtes avec une salle, une piscine. Et là, pour un le coup, jardin. t'es sur place, donc Là, on est dedans. Voilà. Et là, ça se passe très bien. Parce qu'on est responsable de tout à 100%. Si la porte est fermée à clé, c'est que c'est nous qui l'avons pas ouverte. Tu vois, on n'est pas tributaire de quelqu'un. On fait ce qu'on veut, on gère ce qu'on veut. Et là, ce qui est énorme aussi quand tu travailles à ton compte comme nous, c'est qu'en fait, le temps, c'est le tien. Mhm. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu es petit artisan, tu bosses énormément, mais tu ne payes pas ton temps. Si tu commences à compter le temps que tu passes au travail ramené à la somme que tu gagnes, Il tu est deviens pas dépressif. rentable, ouais. Mhm. Ouais, mais si tu ne comptes pas ton temps, ben voilà, tu travailles pour toi, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et là, la chambre d'hôte, du coup, tu cuisines, mais on est sur de la cuisine comme sur 750 grammes, c'est-à-dire de la cuisine de tout le monde, ou tu proposes aux gens une cuisine un peu plus, j'ai envie de dire raffinée, ou un peu plus de ce que Alors, toi tu pouvais faire. On n'est pas du tout dans la cuisine de restaurant, parce que c'est pas ce que je souhaitais faire, parce que je suis pas restaurateur. Il y a des restaurants autour et les mecs ils travaillent très très bien, c'est leur boîte et tout ça, ils font tourner leur maison et tout, donc je suis pas du tout là pour faire une fausse concurrence. Voilà, pas du tout. Nous on fait table d'hôte, c'est-à-dire que les clients qui dorment peuvent dîner. Mhm. Et là on fait de la table d'hôte, mais comme je sais faire, quoi. C'est-à-dire que j'y apporte un peu de quelques produits qu'on connaît pas forcément. Tu vois, là, ce dimanche, j'ai mis de la laitue de mer. Bon, bah, c'est pas un truc que tu trouves forcément par ici trop couramment. Là, ce soir, je vais faire de l'onglet de veau.
c'est pas des produits qu'on cuisine souvent. Voilà, moi j'ai ce côté technique que je connais, que je maîtrise, qui me permet de cuisiner, puis qui me permet de faire des choses. Ouais, je fais des choses marrantes, mais c'est pas de la cuisine de restaurant. J'essaye de faire assez fin, c'est de la cuisine de maison bourgeoise, on va dire. Ok. Ouais. Tu vois, tu te retrouves avec la cuisine que tu pouvais imaginer, alors au goût du jour, hein, mais qu'on aurait pu avoir dans certaines maisons, avec où il y avait un cuisinier, une dame en salle, et ben voilà, c'était ça, quoi. Et tu parlais du temps juste avant, et alors on a compris depuis le départ que t'es un passionné, et que donc, comme tu le disais à l'instant, tu comptes pas ton temps, c'est le tien, donc finalement t'en as comme un peu tout le temps. Mais comment les journées font quand même 24 heures. Comment t'arrives à gérer à la fois t'es prof, à la fois t'es donc chef cuisinier tout court, t'es aussi chez toi en chambre d'hôte. À quel moment t'es chez toi, puis comment tu pars ensuite à travailler à l'école, quand est-ce que tu cuisines, comment tu gères une journée sur tout ça? Ça doit être quand même un sacré emploi du temps dans lequel t'as pas grand temps pour toi. En fait, je dors 4 à 5 heures par nuit. Donc il reste un peu de temps. Et ça, c'est parce que t'as un créneau de 4-5 heures pour dormir, ou c'est parce que t'es pas un gros dormeur? C'est parce que j'arrive pas à dormir. Ok. C'est en soi un peu pratique, sauf si derrière t'es crevé, mais sinon c'est pratique que les courses soient nuit, que les nuits soient courtes. Ouais, mais t'es pas efficace pareil, quoi. C'est pas efficace pareil. Donc c'est pas le même boulot, mais j'arrive à faire un peu de paperasse, un peu de bureau, je vais pas dire un peu de comptabilité, parce que si ma comptable elle m'entend, elle va sauter au plafond. vu comment je suis bordélique, elle va me dire vous êtes sérieux là. Mais voilà, tout ce qui est un peu papier, voilà quoi, je fais comme ça. Après, moi je suis associé à Nathalie Richard-Viton pour toute la partie consulting culinaire. Donc elle gère énormément de choses. Parce qu'en gros, moi je fais la cuisine. Ici, je suis avec Suzanne qui gère 99% de ce qui se passe ici, et moi je fais juste la cuisine. D'accord. Mais si tu veux, j'arrive maintenant à ce que je ne sois pas seul à travailler, donc on répartit les charges, quoi. Et puis après, c'est une question de gymnastique, mais t'arrives, quand tu fais plusieurs trucs en même temps, mais qui sont le même corps de métier, c'est toujours de la cuisine. C'est plus facile de faire des choses qui s'enchaînent. Oui. Ou quand tu travailles à droite, ça aide aussi le travail de gauche juste après, et ainsi de suite. C'est ça, ouais. C'est ça. Tu vois, en fait, je considère le truc comme une commode avec plein de tiroirs, et tu dis voilà, faut remplir les tiroirs, mais il faut les remplir intelligemment pour que toutes les chaussettes soient ensemble, tous les t-shirts soient ensemble, et je fonctionne comme ça. Donc, si par exemple j'ai une vidéo de cuisine à faire pour 750 grammes, obligatoire parce que on doit travailler sur le saumon, bon bah je sais que mon produit de base, mon travail de base, ça va être le saumon. Ah ouais. Au niveau de la chambre d'hôte, en même temps, etc. Bah voilà, tu vois, je décline les trucs et je me dis bon bah si je fais le saumon pour la vidéo, je peux le mettre en marinade, comme ça je l'aurai pour demain, il sera, voilà, et j'enchaîne comme ça en fait. D'accord, mais ça nécessite une réflexion quand même. Et ça, ce rythme-là, tu l'as eu acquis par le côté je travaille en restauration. C'est un truc qu'on apprend, ou c'est toi qui es organisé de cette façon-là? Je pense que j'ai toujours été très organisé, parce que paradoxalement, j'aime pas le travail. Oui, donc mieux t'es organisé, moins t'en fais, entre guillemets. Voilà. Alors en fait, le problème c'est que ça relève de la psychiatrie, hein, mais je suis un feignant. Donc ce qui fait que plus je m'organise, plus j'ai de temps. Donc plus j'ai de temps, plus je plante de trucs. Et puis il y a le moment où t'as beau essayer de t'organiser comme il faut, bah tu te dis putain là c'est tendu quoi. Ouais. Voilà. Donc et là c'est le moment où ça peut rompre et tu dis bon bah là faut que j'arrête. Mais non, sur le principe c'est ça. J'ai toujours voulu enchaîner les choses pour que justement ça passe dans le temps, ça soit dans le bon créneau, et que je maîtrise les choses. En gros, ce que je déteste le plus au monde, c'est les personnes qui prennent possession de mon emploi du temps. Ouais. Mais ça me rend ouf. Hein, j'ai déjà eu des gens qui m'ont offert des choses, des cadeaux, hein, où il fallait tel jour aller manger dans tel resto, tout était payé, tout était organisé, tout était prêt. Et j'y suis pas allé. Hein. Ouais, ça te boufflait ta journée, quoi. Ah mais tu décides pas de ce que je vais faire. Voilà, on convient ensemble très bien. Si tu décides, c'est mort. Moi, je suis content de t'avoir proposé de venir enregistrer sans dire hey, on enregistre. Voilà, tu vois bien comment ça se passe quand oui, on bien travaille sûr. ensemble. Oui, tu dis est-ce que ce moment-là, je dis bah là je peux pas, mais là je peux. Est-ce que ça te va? Et voilà, et puis ça marche. Oui, c'est vrai. Oui. Mais si on me dit c'est tel jour à telle heure, qui que ce soit, je pense qu'il y a 99 chances sur 100, je me pointe pas.
Bon, sauf si c'est le banquier, t'as pas le choix. Ou la comptable de tout à l'heure. Non, même la comptable, j'arrive Ah bon, à la d'accord. décaler. Même la comptable, je dis, détendez-vous, ça va bien se passer, mais... Et, Donc voilà, et en à, gros... et à aujourd'hui, du coup, là, la suite, alors, t'en es à quelle échelle d'emploi du temps rempli? Il y a encore de la place, t'as encore d'autres projets? Ou est-ce que là, le projet, c'est de bien profiter de chaque chose que tu fais actuellement? Alors, le projet, c'est de bien profiter de tout ce qu'on fait actuellement. Moi, prof, prendre des gosses qui ont 15 ans et puis bosser avec eux et que tu vois, ils soient contents à la fin d'avoir passé 5 heures à couper des carottes en petits morceaux, mais que les carottes, elles soient parfaitement coupées et que le gamin, il est fier de son travail, je trouve ça magique. Ouais. Après, bon, tout ce qui est autour, je vais parler tout bas, mais je suis con, c'est enregistré. Mais toute la partie administrative et tout ça, qui est obligatoire, hein, qui fait partie de notre travail, c'est quand même ce qui m'ennuie profondément, vraiment. Il y a toute une partie où j'aurais dit, écoutez, bon, ça va être très dur que ce soit tenu à jour, quoi. Hein. Ne le prenez pas mal, mais bon, je ferai d'autres choses, mais ça, je ferai pas. Après, chambre d'hôte ici, ben, c'est vraiment un vrai projet et on a tout mis en œuvre chez nous pour que ça fonctionne. Donc à Aulnois, on a tout refait, quoi. La maison, les 3 chambres, tout est fait. Donc ça, on veut vraiment que ça tourne. C'est et la période Covid a impacté, j'imagine, forcément le. Ah ben la période Covid, on était ouvert mais sans clients, quoi. Ouais, Parce qu'on n'est pas un hôtel, on est vraiment chambre et table d'hôte. Il était une ferme, donc si vous voulez regarder, vous allez sur internet, il était une ferme à Aulnois-Emery. Bah on était vide. Donc oui, ça a impacté en réalité, hein, pour les sociétés, les petites structures comme nous, on va mettre, je pense, entre 5 et 7 ans à s'en remettre. Ah oui. Parce que pour t'en sortir, tu gèles tous tes crédits. Tu refais un emprunt, donc à un moment, il va falloir rembourser, hein, tout ce que t'as pas encore remboursé et que t'as réemprunté, il va falloir le rendre quand même. Oui, pas te le donner. Donc voilà, je pense en gros, il va y avoir de la casse pour les 5 prochaines années, quoi. Donc nous, on espère passer à travers et que ça se passe bien. Ouais. Bah une fois de plus, tu vas te laisser porter et puis voir comment les choses avancent. Très bien. Donc parce que ça vient au fur et à mesure. Les choses Tu vois, pendant le Covid, je me suis retrouvé à donner des cours à Dubaï. Ah oui. Parce que j'avais été en Arabie Saoudite dans un de mes voyages, et puis l'une des personnes avec qui j'ai bossé en a parlé à une autre qui était à Dubaï, et ils m'ont appelé, ils m'ont dit est-ce que vous pourriez faire des cours en live pour Dubaï? Et puis donc j'ai fait les cours en live pour Dubaï, et puis ils ont trouvé ça bien, et puis donc là ils m'ont dit l'année prochaine vous venez faire cours à nos étudiants directement à Dubaï. Bah voilà, tu te laisses porter. Hein. Bah oui, voilà, ça c'est encore une fois fait un peu tout seul, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ben laissons-nous porter. Voilà, mais des flops, il y en a eu plein d'autres, hein, des trucs plus ou moins compliqués. Mais je pense pas que j'ai eu des choses suffisamment catastrophiques pour que tu restes abattu sur ton fauteuil, quoi. Voilà. Donc puis après c'est aussi parfois un peu un état d'esprit de se dire de toute façon j'ai pas d'autre solution que de se dire il faut avancer. Donc faut avancer. Ah oui, c'est comme, je sais plus qui l'avait dit, j'ai lu cette phrase dernièrement et j'en ai déjà parlé, je crois, dans un autre podcast. Et c'est l'analogie que j'ai utilisée pour présenter le podcast. J'ai dit, quand on est petit, on apprend à marcher, on tombe, on se relève et un jour on marche. Et du coup, on vient parler ici de toutes les fois où on est tombé. Mais quand on marche, il y a aucun doute qu'on va marcher. Tu tombes 150 fois s'il faut, mais de toute façon, dans ta tête, tu vas marcher. Il y a pas d'autre possibilité que de marcher, en fait. Et donc, c'est un peu ça là. C'est ça, puis à un moment, il y a aussi les réalités économiques qui font que de toute façon, alors si t'es un peu pessimiste, tu dis de toute façon c'est une fuite en avant, ça finira par, déjà tu finiras par mourir, c'est le jeu. Hey, bonne journée. Non mais c'est ça, non mais oui. Après, franchement, hein, par moment tu te dis bon mais en fait à quoi bon quoi? Pourquoi? Oui, et en un sens du coup, de toute façon, à quoi bon? Ça peut être ça, et ça peut être aussi, de toute façon, on finira par mourir. Donc, allons-y. Enfin, lançons-nous aussi. Ça peut être ça. C'est exactement ça. Tu te dis, voilà, on a quand même, alors sans faire de politique, on a quand même un État qui nous protège. On est dans un pays où on n'est pas, encore une fois, où on n'est pas en guerre, on n'est pas en risque de guerre civile, quoi qu'on entende. C'est pas du tout ça. Moi, mon épouse est vietnamienne. La guerre, elle sait ce que c'est, elle l'a vécu, son père était militaire, enfin, tu vois, mes grands-parents ont fait la guerre, ils étaient prisonniers, ils en ont parlé.
on peut pas comparer ce qu'on vit aujourd'hui avec ce qu'ils ont vécu ces gens-là, quoi. On est à des années-lumière de ça. Donc voilà, ça veut pas dire d'être complètement insouciant et abruti, mais on a quand même la possibilité de se lancer, d'essayer des choses et de se faire plaisir en restant raisonnable. Voilà. Bon, merci Christophe d'être passé. Chef Christophe, alors on rappelle, si on veut te suivre, du coup on va où? Il y a une page Facebook, il y a 750G, il y a comment on fait? Ouais, alors il y a la page 750 grammes, c'est pour le site, et sinon moi j'ai Facebook Chef Christophe et sur Instagram Chef Christophe. Voilà, et donc là, il était une ferme, la chambre d'hôte. Et il était une ferme, chambre d'hôte. C'est là où vous aurez les plus belles photos des rosiers blancs qu'il y a dans la baignoire. Bon, je note. Je viendrai voir ces rosiers et surtout la piscine. Un de ces Quand quatre. tu veux. Christophe, merci Avec beaucoup plaisir. d'être passé. À bientôt. À bientôt. Au revoir.